On est en temps de guerre, nous sommes en guerre. Est-ce que vous, les députés, vous avez été consultés par l'Élysée sur les sanctions, sur les exports d'armes, sur le fait qu'il y ait des soldats à nous, des gens de chez nous qui se baladent sur le terrain? Est-ce que vous avez été consultés? Consulter, oui, un vote, non. D'accord, c'est-à-dire qu'on vous a juste dit on va par là-bas, hein. Oui. Et donc un vote non. Je crois pas qu'il y ait eu de vote sur les sanctions et sur la livraison d'armes en Ukraine. Je crois pas Les qu'il y en ait. sanctions, on s'en fout un peu. Mm. Les livraisons d'armes, c'est plus problématique quand même. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la guerre en Ukraine? Au La Yémen ou ailleurs, hein. Hein? Ou au Ah oui, mais, Yémen. ouais, mais bon, peut-être que la situation. Tu vois, moi je suis pour une analyse des situations historiques. Ce qui se passe au Yémen n'est pas ce qui se passe en Ukraine. Non, non. Je te l'accorde. Tu vois, ce qui se passe au Yémen, puisque tu Qu'est-ce as. qui se passe en Ukraine Non, mais alors? parce que tu as parlé tout à l'heure de l'Italie, de l'ingérence de von der Leyen dans les affaires italiennes. Au Yémen, si on est pour l'autodétermination des peuples, tu as une ingérence de l'Arabie saoudite dans les affaires du Yémen. D'accord? Et donc, il n'y a pas de raison de livrer des armes à l'Arabie saoudite pour qu'elle s'ingère dans les affaires du Yémen. C'est des armes pour se défendre. Non, puisque c'est pour C'est pas ce aller, qu'on a dit. c'est pour intervenir. Ils interviennent. On sait vraisemblablement, c'est assez documenté, qu'il y a des armes françaises qui sont utilisées par l'Arabie saoudite au Yémen. Oui, mais nous, moi, la ministre de la Défense, elle m'avait dit que c'était pour se défendre. Pour se défendre, mais alors de la même manière que nous, on peut aller très bien, les États-Unis peuvent aller se défendre à des milliers de kilomètres de chez eux, l'Arabie Saoudite sans doute se défend sur le territoire des autres. C'est quand même une conception assez particulière de ce qu'on appelle la défense. Mais bon, la situation quand même en Ukraine n'est pas la même, puisque non, en Qu'est-ce qui l'occurrence, se passe en Ukraine? bah, en l'occurrence, tu as une décision d'intervention, d'ingérence et d'agression de la Russie sur un territoire reconnu qui est le territoire ukrainien. On sait que il peut y avoir, sur ce qui s'est passé depuis des années en Ukraine, un non-respect des accords par les deux parties et un jeu du chat et de la souris. Tu vois, et donc, on peut dire qu'il y a une responsabilité partagée dans ce qui s'est passé sur le terrain. L'Ukraine, c'est un Lilliputien. Il y avait bien quelqu'un qui partageait la Mais responsabilité avec l'Ukraine. Mais oui, mais de toute façon, c'est très clair qu'il y a eu l'OTAN, tu sais, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, mais l'OTAN était déjà en Ukraine. Donc voilà. Maintenant, il n'en reste pas moins que le. Ces propos n'engagent que toi, hein. Non, voilà, j'assume ces propos-là. L'OTAN était déjà en Ukraine. Maintenant, la réalité, quand même, enfin, c'est pas quand même, c'est une agression de la Russie sur l'Ukraine. Donc, que dans ce cadre-là, il y a une solidarité vis-à-vis de l'Ukraine, moi, ça ne me choque pas, au contraire. Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable? Vas-y. Donc la solidarité face à l'Ukraine est tout à fait compréhensible. On ne se lève pas un matin en envoyant ses troupes pour aller massacrer le pays. Qu'il y ait des nazis, pas de nazis, qu'il y ait des éléments radicaux dans l'armée ou pas. On est d'accord. Quand la Russie a dit il y a des mecs qui se font bombarder, des russophones, ils se font bombarder, X, il envoie les hélicoptères, il va les bombarder, c'était normal. C'était le pays qui combattait des séparatistes. Que les choses soient bien claires, Non, parce que je mais comprends pas bien là. si tu veux, de toute façon, enfin, Les séparatistes, c'est bien ou c'est pas bien? non, si on a normalement une reconnaissance internationale des frontières de l'Ukraine, à partir du moment où tu violes les frontières de l'autre, c'est toi qui en tort. Et là, je dirais que on peut dire que c'est une faute morale, mais par ailleurs, c'était une erreur stratégique de la Russie. Une erreur stratégique, pourquoi? Parce que manifestement, elle a surestimé sa puissance, elle a sous-estimé non seulement l'armée ukrainienne, mais les soutiens qu'elle pouvait avoir. Et ce qu'elle a sous-estimé aussi, c'est l'unité du bloc occidental. Elle pensait que ça se fendrait entre l'Europe et les États-Unis, et ça ne s'est pas fendu. Poutine échoue à rapprocher l'Ukraine et la Russie. Au contraire, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que
il n'y a pas de solidarité du peuple ukrainien quand les Russes ils arrivent en Russie, en Ukraine, pardon. C'est tout l'inverse qui se produit. Apparemment, ils comptaient un peu là-dessus, mais y compris les russophones, ils n'ont pas été enthousiasmés par l'arrivée de l'armée russe. Tu as une séparation qui ne se produit pas entre l'Europe et les États-Unis. Il y avait ce pari-là. Et au contraire, nous, ça nous jette quasiment dans les bras de l'OTAN. C'est la conséquence de ça. Alors, on a déjà réintégré l'OTAN, donc oui, c'est bon. Mais si tu veux, ceux qui voulaient... la France, traditionnellement, elle utilisait quelque part la Russie, et pas seulement la Russie, comme un espèce de contrepoids pour pas être pleinement lié aux Américains. Et quand même, il y a eu des moments où on a réussi à se détacher des Américains. On ne va pas faire la guerre en Irak. Il y avait De Gaulle, non? Non, mais... Quand il y avait De Villepin. Eh ouais. Si tu veux, c'est, je pense... C'est ce que ça nous a valu, ça. En tout cas, ça nous a valu, à mon avis, c'est le dernier moment où la France est grande dans l'ordre international. Parce que même quand tu es un petit pays, et je ne considère pas que la France le soit, mais le nom... Mururoa s'en rappelle encore. Non, mais le nom, il résonne dans le monde, et le nom, il résonne dans l'histoire. Y compris quand c'est des petits ou des moyens, mais qui se mettent à dire non aux grands. Et je pense que c'est le dernier moment où finalement, il y a eu, en dehors des Coupes du Monde, un sentiment de fierté nationale dans l'ordre mondial. Et où on a fait résonner notre nom NOM, tu vois. Et donc, voilà, là, ce qui se produit fait que la troisième voie, la voie d'indépendance et tout ça, elle va être beaucoup plus compliquée à défendre. Médiation, une force d'interposition, et ainsi de suite. Veut dire, même se dire que il faut être ni dans l'un ni dans l'autre, et puis il faut être, tu vois, dans une espèce de ce qu'avait. Il faut sortir de l'OTAN ou pas? Là aujourd'hui, si tu veux, je pense que c'est une position qui n'est pas défendable. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est une position qui n'est pas audible. Et est-ce qu'il faut sortir ou pas? Non, mais je le redis, c'est une position qui aujourd'hui n'est pas défendable et qui n'est pas audible. D'autres temps viendront, mais... In due course. Mais là, aujourd'hui... Au moment venu. Aujourd'hui, où il y a l'agression, je pense qu'avant, la question se posait. Et c'est là où c'est pour moi une faute stratégique que produit Poutine. Parce que, y compris les pays qui décidaient de ne pas se brouiller avec lui, à la fois par des intérêts énergétiques, mais aussi parce qu'il y avait quelque part un contrepoids et ça faisait qu'on n'était pas vassalisé complètement et encore par une puissance, là, il va y avoir un adossement qui va être renforcé à ça. Donc voilà ce que produit pour moi l'intervention de la Russie en Ukraine. Qu'est-ce que la France doit faire avec ça? Elle doit débarquer en disant maintenant ça suffit, on fait une force d'interposition, on n'est plus crédible parce qu'on fait partie de l'OTAN. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on calme les choses avec la Russie? Et comment on fait pour aider l'Ukraine pour éviter qu'ils s'en prennent 2 fois plus? Bon, d'abord, il y a ce qui est fait. Je veux dire, il est évident que l'Ukraine, à quoi on s'attendait? Ce à quoi moi, je m'attendais, et j'étais pas le seul, mais peut-être pas toi. Hein. Est-ce que tu t'attendais à une résistance de l'armée ukrainienne? Bien entendu. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, je Bien m'attendais entendu. Je m'attendais à un effondrement militaire de l'Ukraine et que Kiev serait pris beaucoup plus rapidement que ça. Ce qu'on pressentait, ça serait un effondrement militaire de l'Ukraine et le pari qui était fait, c'était un effondrement économique de la Russie. Et au fond, ce qu'on voit, c'était Bruno Le Maire qui disait, voilà, avec les sanctions économiques qu'on va prendre, en 6 mois, il y aura une chute de la Russie. La Russie prend très cher avec les sanctions, très cher. Ce qu'on voit, c'est que sur le plan économique, ils s'en sortent quand même. Et moins 6% de PIB, ce n'est pas la dégringolade la plus totale, d'accord? Mais qu'en revanche, sur le plan militaire, ce n'est pas la victoire qui était attendue par Poutine. En tout cas, toi, tu avais peut-être cette prospective-là, mais Poutine, il établissait une autre prospective quant à la conquête du territoire ukrainien, tu vois. Et donc, on se retrouve quasiment dans un scénario inversé où sur le plan économique, ça tient, et sur le plan militaire, en revanche, tu as une contre-offensive qui se met en place. Bon, et donc, c'est le résultat aujourd'hui de la guerre en Ukraine. Ça veut dire là, à partir de ce moment-là, c'est d'une part
que les intérêts de l'Europe ne soient pas complètement confondus avec les intérêts ukrainiens. C'est-à-dire jusqu'où on mène la guerre. Est-ce qu'on mène la guerre jusqu'à la libération totale du pays? C'est bien parti pour, selon Ursula. Ben, on va voir. Mais, ou bien, est-ce que si jamais il y a un enlisement, il y a la nécessité d'un compromis qui est passé à un moment. Et la deuxième chose, c'est que on ne confonde pas nos intérêts avec les intérêts américains. Parce qu'il est évident que ça ne gêne pas, bah oui, les intérêts américains, qu'il y ait une guerre qui se déroule sur le sol européen, qui affaiblisse continuellement la Russie, mais qui nous aussi nous affaiblissent. Tu vois? Et donc, il y a un moment, il y a à trouver le chemin de nos intérêts à nous, il ne s'agit pas de laisser tomber l'Ukraine, mais de nos intérêts à nous, qui viennent proposer un compromis. Enfin, là, on va voir ce qui se passe dans les semaines ou les mois à venir sur le terrain militaire, quand même, puisqu'il y a encore on n'est pas dans un enlisement de la guerre, quoi. Est-ce que tu trouves qu'il y a un mouvement civil anti-guerre suffisamment représentatif? Ici, en France, bah là, il n'y a pas, ça n'existe pas aujourd'hui, ce mouvement anti-guerre qui a pu exister sur l'Irak. Mais encore une fois, la situation pour moi n'est pas la même. La situation n'est pas la même puisque tu as un pays qui est clairement envahi, et là, on est du côté du pays qui est envahi, tandis que dans d'autres situations, on s'est retrouvé comme force d'ingérence et au fond envahisseur. Et ce n'est pas la même chose. Mais non, on n'était pas envahisseurs. On a porté la démocratie Oui, pour mais les tu vois, petites filles. c'est l'une des règles une leçon qu'on peut peut-être tirer aussi de la guerre en Ukraine, c'est que au fond, ça marche jamais l'ingérence. Je veux dire, aujourd'hui, c'est la Russie qui est prise dans ce piège, mais combien de fois c'est les États-Unis et leurs alliés qui en Libye, qui en Irak, qui au Sahel se sont mis dans le même piège, où ils ont cru gagner parce qu'ils gagnaient militairement dans des opérations rapides, et à la limite, Poutine n'était peut-être pas si loin avec son opération spéciale des premiers temps d'atteindre Kiev, mais de toute façon, dans la durée, il ne peut pas tenir face à 40 millions d'Ukrainiens qui ne veulent pas de lui. De la même manière que les États-Unis et les Alliés ont cru gagner ailleurs, en Afghanistan aussi, mais finalement, ce sont des victoires à la Pyrrhus qui se retournent contre les forces qui viennent en ingérence.